Bienvenue à tous dans ce 40e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons parler de Buzzer Beaters. Voilà l'occasion idéale pour vous présenter le maillot 2009 d'un spécialiste du genre, Kobe Bryant. Découvrez cette pièce de collection et des centaines d'autres sur RookieRepublic.fr. La boutique vous propose également des maillots NFL ainsi que des posters et des livres. N'hésitez pas à y découvrir Road Trip NBA, un super ouvrage écrit par Rémi Roverchon que nous avons eu la chance de recevoir dans notre podcast. Pour conclure en beauté, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique RookieRepublic.fr en utilisant le code promo LERETRO40. Dans le dernier numéro du Rétro, nous vous avions dévoilé notre top 5 des plus grands contres et dunks de tous les temps. Ces classements sont également l'occasion de revenir sur l'évolution des règles du basketball. Car oui, contrairement à la création sibylline de la majorité des sports, le père fondateur du basketball est connu de tous, le docteur James Naismith. Parmi les 13 règles originelles du sport, écrite en 1892, la 12e stipule que la durée du jeu sera de demi-temps de 15 minutes. Adopté premièrement par le monde universitaire, le basketball connut une évolution rapide. À partir des années 50, le dribble devint désormais la norme pour se déplacer et une mécanique de tir plus ou moins orthodoxe commença à se développer. Au fil des ans, le sport s'uniformisa à travers les différentes compétitions, mais avec quelques exceptions, notamment celle de la durée des matchs. En NBA, il s'agit de 4 cartons de 12 minutes, plutôt 10 en FIBA. Du côté universitaire, le jeu est divisé en 2 périodes de 20 minutes. Dans tous les cas, il n'y a pas de temps additionnel, contrairement au football. Une fois que la fameuse sirène résonne, le sort est jeté. Alors, impossible de conclure le match sur un panier? Oh que non, car un tir réussi après la sonnerie peut être accordé si le joueur a lâché le ballon à temps. C'est ce qu'on appelle un buzzer beater. Rose trying to get open, fires away. Bang! Jesperson, half-court lead for the Warriors. Tyree at the horn. As a kid, especially playing basketball, even if you never made it to the professional ranks, you did the 5, 4, 3, 2, 1 countdown and you made the crowd noise. You just want to make a shot at the buzzer. Comme l'exprime bien le tireur d'élite Ray Allen, rien n'est plus jouissif qu'un buzzer beater. Impossible d'y répondre si la balle est rentrée à temps, l'équipe adverse ne peut que pleurer et les fans crier de joie. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter notre top 6 des plus grands buzzer beaters de l'histoire de la NBA. Si nous avons pris en compte l'impact populaire et la difficulté du tir, le plus important reste tout de même l'enjeu. Voilà pourquoi tous les instants à suivre font partie des playoffs. Finalement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un classement subjectif, alors n'hésitez pas à nous partager le vôtre. Si nous devions faire une liste des joueurs avec le plus de sang-froid de l'histoire de la NBA, Damian Lillard serait sans aucun doute tout en haut. Peu importe vos a priori sur le meneur des Blazers, impossible de lui retirer qu'il ne se dérobe jamais dans les moments qui comptent. Interrogé à ce sujet, Lillard s'exprima en disant « La pression, je ne connais pas ça. La pression est quand on ne peut pas donner à manger à ses enfants. Moi, je suis simplement payé pour jouer au basketball. » Oui, et à ce petit jeu, Damian Lillard en avait crucifié beaucoup. Arrivé en NBA dans un certain anonymat, le meneur gagna le surnom de Dame Time pour sa clutchitude en fin de rencontre. En 2014 déjà, il avait fait connaître son nom dans le monde entier en crucifiant les Rockets en playoff. Toujours sérieux en saison régulière, les Blazers de Damian Lillard n'arrivaient alors jamais à hausser leur niveau de jeu en playoff. Le pinacle de ce fait fut en 2018, année où Portland se fit humilier 4 matchs à 0 face à des Pelicans pourtant loin d'être favoris. Avançons une année plus tard, là où la bande de Lillard voulait enfin confirmer les espoirs placés en elle. Une nouvelle bonne saison régulière conclue, l'équipe de l'Oregon devait se frotter à Oklahoma City en playoff. Dans les rangs de l'équipe, le MVP Russell Westbrook et un certain Playoff P. Yeah, I'm used to this. Yeah, I ain't met Playoff P yet. 4 matchs plus tard, voilà que les Blazers menaient 3-1 dans cette série. Aux portes de l'élimination,
OKC ne pouvait pas se permettre de perdre le match 5 et resta dans la partie jusqu'à ses derniers instants. 33 secondes à jouer, le score est à égalité 115 partout. Une énième brique de Russell Westbrook plus tard, Damian Lillard avait la balle du match dans les mains avec 15 secondes à jouer. Tout le Moda Center est debout, l'horloge est encore clémente et Portland a largement de quoi construire une attaque placée pour tenter de marquer un panier facile. Mais non, Lillard préfère prendre les choses à son compte et reste près de la ligne médiane avec le bon défenseur Paul George dans ses pattes. 5, 4, 3, avec un sang aussi froid que la glace, Damian Lillard s'envola pour planter un tir incroyable à plus de 11 mètres du panier. Pour finir d'écrire l'histoire, le meneur dit au revoir à OKC de la main. Portland était au second tour des playoffs. En termes spectaculaires, ce buzzer beater de Lillard est tout en haut de notre classement. Mais il ne s'agissait là que des premiers tours d'une post-saison où Portland se fit finalement écraser par les Warriors aux portes des finales. Et puis, n'oublions pas que comme l'a si bien dit le bon perdant Paul George, c'était un mauvais tir. I care what anybody says. That's a bad shot. But hey, he made it. That story won't be told that it was a bad shot. Installés à Houston en 1971, les Rockets avaient pris la fâcheuse habitude d'alterner saison après saison entre le bon et le moins bon. Mais en 1981, le double MVP Moses Malone était inarrêtable sous les paniers et porta l'équipe texane vers ses premières finales NBA perdues face aux Celtics. La franchise de Boston comptait alors dans ses rangs un jeune prodige du nom de Larry Bird, un recrutement que Houston voulait imiter. Cela fut chose faite en 1983 quand Houston drafta Ralph Sampson en première position. Pivot singulier de 2,24 m, Sampson était un rare mélange de taille et d'agilité. Lorsqu'il fut drafté, le coach texan Bill Fitch s'exprima en disant « Sampson va marquer autant que Will Chamberlain et gagner autant que Bill Russell. » Bon, il fallait attendre encore pour la deuxième comparaison, car les Rockets finirent tout en bas de la conférence Ouest lors de l'année rookie de Sampson. Un simple mal pour un bien, car voilà que Houston obtint une nouvelle fois le premier choix de la draft. Last season, the big story was Ralph Sampson. This year, incredibly, the Houston Rockets have the #1 pick again and will pair Hakeem Olajuwon with Ralph Sampson. Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon, voilà un monstre à deux têtes qui donnait la chair de poule à toute la NBA. 1986. Les deux jeunes intérieurs n'avaient pas cédé à la pression et portèrent leur équipe jusqu'au final de conférence Ouest. Face à eux, le grand cadre des 80s, les Los Angeles Lakers. Avec Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson, les Californiens étaient donnés favoris face aux tendres Texans. Mais que nenni! Les hommes en rouge prirent une avance de 3 matchs à 1 et n'étaient donc qu'à une seule victoire de rejoindre les finales NBA. 21 mai 1986, match 5 des finales de conférence Ouest. La rencontre est serrée et à égalité 112-112 avec une minuscule seconde à jouer. Dans les têtes de tout le monde, ce match à fort enjeu se dirige donc vers les prolongations. Mais attendez, Houston remit la balle en jeu dans les mains de Ralph Sampson, qui l'effleura pour marquer un panier sorti de nulle part. Crying, I was upset. But how does it feel? I think this is probably the best experience I ever had in my basketball career. What about that last shot? Was that a planned shot, Ralph? Well, it was only 1 second left, and I had to, do something with the planned play to come inside, and I had to get it up, and I got it up and it went in. Jusqu'à aujourd'hui, les amateurs de basketball essayent de comprendre comment un tel miracle a pu se produire. Après le match, le Californien James Worthy s'exprima en ces mots. « Notre défense était en place sur tout le terrain. Je ne sais pas comment ce tir a pu entrer. » Les Rockets rentrèrent donc dans les annales en rejoignant les finales NBA 1986. Face à eux, leur bourreau quelques années plus tôt, les Boston Celtics. Cette fois-ci, la bande à Ralph Sampson ne put réitérer l'exploit accompli face aux Lakers. Elle prit le même tarif, défaite 4 matchs à 2. L'âge moderne de la NBA commence généralement avec la draft de Magic Johnson et Larry Bird en 1980. La Grande Ligue venait alors de signer un accord de paix avec la concurrente ABA,
après des années 70 ô combien compliquées. Si les fans connaissent les invincibles Celtics des années 60, les Lakers Showtime des années 80, puis les monstrueux Bulls des années 90, la décennie 70 est probablement la plus oubliée de l'histoire de la Ligue. Et pourtant, c'est là que se déroula ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match jamais joué. Direction les finales 1976. Cette année-là, les Phoenix Suns tentaient de se défaire des Boston Celtics. L'équipe du Massachusetts avait alors gagné près de la moitié de tous les titres NBA joués jusqu'à là et faisait une nouvelle fois figure de favori. Malheureusement pour eux, les Suns n'étaient pas prêts à rendre les armes si facilement. 4 juin 1976. Les finales sont égalisées à 2 partout, le vainqueur du match 5 serait donc plus près que jamais d'être champion. Malgré une avance conséquente, Boston vit Phoenix revenir sur ses talons, dans cette rencontre remplie de controverses. En effet, les deux coachs appelèrent en fin de match un temps mort, alors qu'ils n'en avaient plus en stock. Cela aurait dû être sanctionné, mais les arbitres fermèrent les yeux. Pour couronner le tout, l'horloge avait plusieurs fois fait preuve d'inexactitude, en s'arrêtant avec quelques secondes de retard. Sur les parquets, le match était tout aussi chargé, car les équipes se dirigèrent vers 2 prolongations. 20 secondes à jouer lors de la seconde. Boston mène 109-106 à une époque où le tir à 3 points n'existe pas encore. Un panier plus tard, les Suns reviennent à 109-108. Les Celtics récupèrent la balle de match. Mais non, Paul Westphal l'intercepte puis la passe à Curtis Perry qui rate son tir. John Havlicek se rue sur la balle mais la pousse dans les mains du même Perry qui tente un nouveau tir, c'est dedans. Alors que Boston était à rien de gagner le match, voilà que les Suns menaient maintenant d'un petit point. 5 secondes à jouer, les Celtics n'ont besoin que d'un panier pour gagner le match. Et c'est Havlicek qui s'en charge. Voilà que toute l'enceinte de Boston était en liesse. Les hommes en vert ont gagné. Vraiment ? Et non. Comme vous avez dû le remarquer, l'horloge ne s'est encore une fois pas arrêtée à temps. La confusion s'empare alors de la salle et les deux équipes reviennent finalement sur le terrain. Avec un déficit d'1 point, Phoenix peut maintenant encore gagner le match. Problème, ils n'ont plus de temps mort avec seulement une petite seconde à jouer. Habilement, les Suns prennent tout de même un temps mort, ce qui constitue une faute technique. JoJo White made the free throw, put them up by 2, but we would still get the ball at half court. So instead of being down by 1, we'd be down by 2, but at least we'd have a chance to tie the game. 1 second remaining in the second overtime. 2 points d'écart, une minuscule seconde à jouer. Gar Heard demande la balle. I got a good pass from Curtis and just kind of like instant reaction, just turn and shoot and hope that you get it off in time. Won't start till it's clutch, they'll have to throw it up. Garheard, turnaround, shot in the air. It's good! It's tied again! I don't believe it! Garfield Heard at the buzzer, threw one in outside. We've got a third overtime at a Boston Garden. It's 1-12. Incroyable. Cette rencontre venue de l'espace se dirigea finalement vers des 3e prolongations. Cette fois-ci, ce furent les Celtics qui les gagnèrent. Bien que les Suns perdirent ce match puis les finales, impossible de ne pas citer haut ce tir absolument légendaire sur la plus grande scène de la NBA. Ne dites plus jamais que les années 70 sont à jeter à la poubelle. Le tir de Simpson en 1986. Vous vous en souvenez ? Eh bien, retrouvons ces mêmes Rockets 11 ans plus tard. En 1997, l'équipe de Houston avait parfaitement profité de la retraite de Michael Jordan pour gagner 2 titres. En effet, aux 4 coins du pays, nombreuses avaient été les superbes équipes qui durent repartir bredouille dans les années 90 à cause de la domination des Bulls. En 1997, les éternels outsiders du Utah Jazz étaient enfin décidés à atteindre les finales NBA. Face à eux en finale de conférence, nous vous le redonnons en mille, les Houston Rockets. Bien que vieillissante, l'équipe texane comptait un trio de renom en Olajuwon, Drexler et Barkley. Avançons au 29 mai 1997, date du 6e match des finales de conférence. Utah menait alors 3-2 et n'était donc qu'à une victoire des finales. Voilà maintenant 12 ans que John Stockton et Karl Malone rêvaient d'y participer. 2 secondes à jouer, Utah remet la balle en jeu avec le score à égalité sans partout. Comme un symbole, la gonfle atterrit alors dans les mains de John Stockton. The spot was so open,
when the ball left his hand, I knew it was in. Stockton, open three. John Stockton sends the Utah Jazz to the NBA Finals. Really the first time we've been able to beat Houston at anything, or they just year after year we kept running those guys in the playoffs, and to finally get over that hump. Nobody really cares who the hero is when you win, and sometimes the hero is a guy who sets a screen or makes the pass or makes a defensive play, not necessarily the guy who makes the shot. With that in mind, there were 5 heroes at the end of that game. Nous avons placé ce buzzer beater aussi haut pour sa portée significative. À travers celui-ci, John Stockton était enfin parvenu à toucher le titre du bout des doigts. Oui, comme vous devez le savoir, la bande à Jordan élimina finalement le Jazz en finale 97 puis 98, en parlant de Michael Jordan. Si aujourd'hui Chicago évoque la win et Cleveland la lose, la situation était bien différente à la fin des années 80. Malgré un passé turbulent, l'équipe de l'Ohio s'était affirmée comme l'une des plus solides de la ligue en 1989. Cela peut paraître difficile à croire aujourd'hui, mais dites-vous bien que Cleveland était donné favori face à Chicago lors du premier tour des playoffs de cette année-là. Les Cavs avaient remporté leurs 6 rencontres contre les Bulls en saison régulière, dont la dernière, alors que les 4 meilleurs joueurs de l'équipe n'avaient pas joué. La victoire des Bulls, de surcroît handicapée par les blessures de Scottie Pippen et Horace Grant, paraissait alors improbable. 7 mai 1989. Contre toute attente, la série était à égalité de partout, et donc le match 5 à Cleveland décisif. Rappelons qu'à cette époque, les premiers tours se jouaient en 3 matchs gagnants. 6 secondes à jouer, Michael Jordan inscrit un tir pour offrir un point d'avance aux Bulls. La victoire semble être facile, mais Craig Ehlo lui répond sans plus tarder pour permettre aux Cavs de mener d'1 point à 3 secondes de la fin. Pas besoin d'être un fin stratège pour comprendre la tactique de Doug Collins, mettre la balle de match dans les mains de son numéro 23. Sur lui se trouvait alors Craig Ehlo accompagné de Larry Nance. C'est alors que Michael Jordan rentra dans l'histoire. That shot enabled the Bulls to start growing and believing that something special was on the horizon. De tous les buzzer beaters évoqués dans cet épisode, le shot de Michael Jordan est assurément le plus mythique. C'est en effet à travers cette action légendaire que commença réellement son grand avènement. Le numéro 23 s'exprima après le match en disant « Je n'ai pas vu la balle entrer dans le panier, mais j'ai tout de suite senti la réaction silencieuse de la salle et compris que j'avais réussi mon tir. » Si le critère impact culturel est à son paroxysme, il faut toutefois rappeler qu'il ne s'agissait là que d'un simple premier tour des playoffs d'une année pendant laquelle les Bulls ne furent pas champions. Vous l'entendez au loin ? Les playoffs 2019 avaient commencé de forte belle manière avec le tir incroyable de Damian Lillard. On pensait avoir vu le meilleur buzzer beater de cette post-saison et on avait tort. En 2019, LeBron James avait fait ses bagages vers Los Angeles après avoir fracassé la conférence Est 8 saisons de suite. Comme avec la retraite de Michael Jordan, de nombreuses équipes virent là l'occasion ou jamais d'enfin se hisser en finale. Parmi elles, les Raptors. Depuis son arrivée en NBA, l'équipe de Toronto avait montré de belles choses, sans jamais s'imposer comme un candidat crédible au titre. Une équipe canadienne championne NBA, impensable. Fini de jouer les simples troubles faites, les Raptors décidèrent de tenter le tout pour le tout en transférant le meilleur marqueur de leur histoire DeMar DeRozan contre le talentueux, mais énigmatique, Kawhi Leonard. Si celui que l'on surnomme The Claw n'avait sûrement pas envie de se retrouver dans le froid du Canada, loin de lui l'idée de ne pas faire parler la foudre sur le terrain. Les Raptors laminèrent Orlando au premier tour, avant de se coltiner un adversaire bien plus coriace en demi-finale, les Philadelphia Sixers. Avec 2 équipes affamées, ce duel haletant se poursuivit jusqu'à un match 7 décisif. Serré du début à la fin, les Canadiens prirent une avance de 3 points à moins de 30 secondes du buzzer final. 2 lancers francs de Joel Embiid plus tard, voilà que Philadelphie n'était qu'à 1 point des Raptors. S'ensuivirent alors un lancer franc de Kawhi, puis un lay-up fantastique de Jimmy Butler.
Le score était désormais à égalité et les Raptors prirent un temps mort avec 4 secondes à jouer. Dans la tête de Kawhi, pas d'incertaine prolongation en vue. Le débat était clos. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Suspense et enjeu, tout y est dans ce buzzer beater pour finir en tête de notre classement. Il fut de plus le premier buzzer beater lors d'un Game 7 de l'histoire de la NBA. Surtout, il permit aux Raptors de continuer une aventure qui les mena ni plus ni moins que vers le premier titre NBA de leur histoire. Citons pêle-mêle des buzzer beaters qui figurent peut-être dans vos classements. Jerry West en 1970, Robert Horry en 2002, Derek Fisher en 2004, LeBron James en 2009, Ron Artest en 2010 ou encore LeBron James en 2018. Alors à bientôt dans les commentaires.